vous compreniez les enjeux qui soient liés au RGPD et qu'en conséquence, vous soyez capable de mettre en œuvre les bonnes pratiques pour vous mettre en conformité, pour mettre vos entreprises en conformité. Pour ça, il est indispensable au départ de recontextualiser un petit peu ce qu'est le RGPD, ce qu'est la CNIL, pour peut-être ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ces acronymes, de voir un petit peu les grands principes du RGPD, mais pour tout de suite passer dans quelque chose qui est très concret, c'est-à-dire agir, comment cartographier nos différents traitements de données. On verra ce qu'est un traitement de données, et par la suite, quelles sont les différentes marches à suivre pour mettre en conformité votre entreprise. On fera un focus à la fin sur deux sujets qui sont le site web et les mailings, puisque c'est des questions qui reviennent très régulièrement, et on verra un petit peu comment, sur ces deux points-là en particulier, à travers des exemples, on se met en conformité. Alors, le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, un règlement européen qui vient remplacer une loi qui est assez ancienne, qui est la loi informatique et liberté. La loi informatique et liberté, auparavant, pour certains d'entre vous qui avaient déjà peut-être eu affaire à la CNIL, elle faisait que l'entreprise se devait de déclarer les traitements de données personnelles qu'elle opérait auprès de la CNIL. On avait une logique qui était déclarative. Le RGPD vient remplacer cette logique à travers une logique de responsabilisation. Donc l'entreprise, quelque part, a moins de formalités à réaliser qu'auparavant, puisqu'elle est elle-même responsable de sa documentation interne qui prouve qu'elle respecte les droits des personnes conformément aux règlements et aux grands principes qu'on va voir par la suite. Et la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, elle est souvent vue comme un régulateur, un petit peu comme on voit l'ARCEP dans les télécoms ou le CSA dans l'audiovisuel. En ce sens, elle a donc l'ensemble des rôles d'un régulateur, qui ne sont pas uniquement ceux de sanctionner en fait à travers les amendes dont nous parle tant, mais la CNIL c'est également un centre de ressources pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises. Et lorsqu'on a des projets qui sont parfois où on se pose la question, parce qu'on est sur des données sensibles, on est sur des projets où il y a un risque particulier, la CNIL a toujours été un interlocuteur vers lequel on pouvait se tourner. Les délais de réponse ne sont malheureusement pas idéaux, mais la CNIL est également un centre de ressources. Donc, pour le RGPD, la CNIL a désormais un pouvoir de sanction qui est plus fort qu'on entend régulièrement parler. Nous, on a un discours qui fait parfois peur, qui est de dire que ces grandes amendes dont nous parle tant et ces pourcentages de chiffre d'affaires ne visent absolument pas les TPE et les PME qui travaillent avec des données personnelles, mais sont là pour pouvoir être capables de faire pression sur des grands groupes. Et ce RGPD qui est venu remplacer la loi informatique et liberté, il est venu avec trois grands principes. C'est un texte qui a été très longtemps en gestation à un niveau européen, puisqu'aujourd'hui on a une coopération européenne et une régulation qui est identique dans toute l'UE, qui permettent de travailler plus simplement avec des données personnelles entre les différents pays de l'UE. Le premier objectif du RGPD, lorsque ce texte a été conçu, c'était de renforcer les droits des personnes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle toujours le droit à l'oubli, hein, le droit en fait de demander par exemple à Google, de désindexer un contenu qui nous concerne, enfin sur lequel qui nous identifie en tout cas, ou qui pourrait permettre de remonter à nous. Eh ben, le RGPD vient à travers un portefeuille de droits qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelait droit à l'oubli, en fait, renforcer les droits des personnes. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de demander à une entreprise, à toute en fait organisation, les données qu'elle possède sur vous, de lui demander de les effacer éventuellement. On rentrera dans le détail par la suite. La deuxième logique, c'était de responsabiliser les acteurs traitant des données. Donc, comme tout à l'heure, je disais qu'on était passé d'une logique déclarative à une logique de responsabilisation. C'est bien là le sens du règlement, et on responsabilise les responsables et également les sous-traitants. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous qui ont éventuellement des contrats d'infogérance avec des sociétés qui gèrent pour vous certains de vos actifs informatiques, eh ben,
Ces contrats d'infogérance contiennent désormais, ou alors si on veut les mettre en conformité avec le RGPD, ils doivent contenir une clause qui vise à la fois à protéger le sous-traitant et l'entreprise, qui détermine les responsabilités de chacun en cas de fuite de données. Et enfin, de crédibiliser la régulation. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est ces fameux pourcentages d'amende, mais c'est pas c'est pas le premier point à retenir du règlement. Et on va tout de suite passer sur une question qu'on a régulièrement vue et qui est systématiquement la première qu'on nous pose, c'est le champ d'application du RGPD. Et c'est, existe-t-il des exceptions, des exemptions pour les petites entreprises? Parce comme on dit, on a tout de suite l'impression qu'on vise des Google, des Facebook. Donc est-ce que les petites entreprises, elles sont aussi visées par le règlement? L'ensemble des principes du règlement s'applique à toutes les organisations, toutes les entreprises. Il est inscrit au sein du règlement, et c'est pour ça qu'on entend parfois que la tenue du registre s'applique en principe à toutes les organisations d'au moins 250 salariés. Là, on se dit, ouf, nous on est tranquille, on n'a pas besoin de cette documentation, on doit certes respecter le règlement, mais on n'a pas besoin de faire une documentation interne qu'on doit être capable de montrer à la CNIL. Sauf qu'on nous précise par la suite que ce registre, il est obligatoire pour toute entreprise qui met à bien des traitements qui ne seraient pas occasionnels, indépendamment des 250 salariés. C'est-à-dire que tout traitement régulier, à l'inverse de pas occasionnel, tout traitement régulier entraîne l'obligation de tenir ce registre. Le registre, on va voir, c'est vraiment le cœur du dispositif, euh, et indépendamment du nombre de salariés de l'entreprise, de l'effectif de l'entreprise. Ces traitements, vous les connaissez, vous en faites certainement tous régulièrement, qui sont par exemple la gestion d'un fichier client de prospect, la gestion d'un fichier fournisseur, la gestion d'un fichier du personnel avec de la paye, éventuellement la gestion de la téléphonie du personnel, etc., etc. Et donc la CNIL a très récemment mis à jour son site web pour apporter une précision et qui dit là très clairement et qui met fin à tout doute que la dérogation, elle est limitée à des cas très particuliers de traitement. Et l'exemple qui est ici cité, c'est par exemple une campagne de communication à l'occasion de l'ouverture d'un nouvel établissement. On voit bien le sens ici de pas occasionnel au sens du règlement. Donc, ceci est un traitement occasionnel qui n'oblige pas à tenir un registre. Par contre, les traitements classiques, gestion client et prospect, gestion des fournisseurs, gestion du personnel, etc., etc., ils sont soumis au RGPD. Et donc, en ce sens, on doit tous se mettre en conformité. Donc, on va faire un petit point sur ce qu'est vraiment une donnée personnelle et ce qu'est un traitement. Une donnée personnelle, des fois, on se dit finalement, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le prénom, il n'y a pas l'adresse de la personne, on n'est pas dans le cas de données personnelles. En fait, une donnée personnelle, c'est toute donnée qui permet d'identifier directement. Donc là, on est effectivement dans le nom, dans le prénom, dans l'adresse, dans le numéro de sécu, etc., etc., ou indirectement une personne, à travers le jeu d'un croisement à travers le jeu de croisement de données. Ici, le petit schéma que j'ai mis sur le slide présente une graduation en fait qui n'a rien de juridique, mais qui vise à présenter la logique de données qui sont directement personnelles, des fichiers où vous avez des noms, des prénoms, des adresses, des données biométriques, etc., etc., à des données qui sont indirectement personnelles, par exemple de la géolocalisation, des adresses IP, qui sont les adresses, si vous voulez, l'adresse postale de tout dispositif connecté à Internet. Donc, dans cette graduation-là, si les données indirectement personnelles, si on n'en a qu'une, si on n'a qu'une adresse IP sans autre information, on ne va pas pouvoir considérer ça comme une donnée personnelle. Par contre, le fait de on n'a jamais qu'une seule donnée perdue comme ça. On a des fichiers, on a un ensemble de données. Et l'ensemble de ces données, en fait, croisées, peut permettre de remonter en fait à la personne. Par exemple, si on a un numéro de badge sur lequel, pour des entrées et sorties du contrôle d'accès, sur lequel la personne est identifiée via un numéro et pas directement via son nom, par la régularité de ses allées et venues, on va pouvoir déduire que c'est telle ou telle personne parce qu'on voit qu'elle sort faire une pause cigarette toutes les 2h30 et on sait que c'est cette personne-là qui sort, même s'il n'y a pas directement son adresse. Voilà, c'est en ce sens-là qu'on considère qu'une donnée est une donnée à caractère personnel. Autant dire qu'on est très vite dans la donnée à caractère personnel. Et on parle de traitement de données personnelles. Qu'est-ce qu'un traitement? Un traitement, c'est assez simple, c'est
toute opération, tout ensemble d'opérations portant sur ces données. C'est-à-dire que la collecte, par exemple, via un formulaire, est considérée comme un traitement. L'enregistrement de ces données, leur organisation, leur partage, leur utilisation, etc., etc. L'ensemble de de ces traitements informatiques, en fait, de ces opérations vont faire un traitement de données personnelles. Euh, on parlait de données qui sont plus ou moins directement données à caractère personnel. On a également un régime dérogatoire qui doit tout de suite, où vous devez là vous dire effectivement, là il faut vraiment que j'inspecte mon traitement si vous traitez une de ces données-là, qui sont des données qui ont un régime particulier. Auparavant, on avait, on va dire, 5 catégories de données sensibles qui figurent sur le schéma de gauche: l'appartenance syndicale, l'origine raciale ethnique, l'orientation, la vie sexuelle, les données de santé, qui sont les données de santé, celles qu'on retrouve le plus souvent, nous, avec les entreprises avec qui on travaille, parce qu'éventuellement des gens qui font des dispositifs médicaux, du service pour les hôpitaux, etc. Et deux autres catégories de données ont été ajoutées à cette liste de données au régime particulier, qui sont les données biométriques, puisque c'est des données qui sont uniques, qui peuvent avoir des impacts très importants sur la vie des personnes si elles s'échappent, si elles sont lâchées dans la nature. Et dans le même sens, les données génétiques. On verra par la suite qu'on a une formalité particulière si on retrouve ces données-là. Et là, vous devriez avoir une vision de ce qu'est une donnée personnelle. Et enfin, la dernière notion qu'il faut comprendre pour pouvoir lire un petit peu et décrypter ce règlement, c'est le responsable du traitement. On parle de données, de traitement de données et de responsable. Le responsable du traitement, c'est la personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement selon le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le responsable légal. Au sens de l'entreprise, c'est très régulièrement le chef d'entreprise qui est responsable légal, avec éventuellement des délégations, des jeux de délégation de pouvoir qui entraînent des délégations de responsabilité. On rentre là dans finalement un régime qui est celui du droit du travail, au sens traditionnel du terme. Donc c'est le responsable légal, le responsable du traitement. On précise qu'il ne réalise pas le traitement à des fins exclusivement personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un site web et que vous invitez vos amis à rejoindre, ou votre quartier par exemple, vous faites une fête de quartier où les gens doivent s'inscrire sur Internet, vous avez des données personnelles puisqu'ils s'inscrivent avec leur nom, etc., etc. Par contre, on est là dans une fin exclusivement personnelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas à but commercial. Donc on ne va pas faire de documentation pour la CNIL si on organise une fête de quartier où les gens s'inscrivent via un formulaire. Et enfin, ce responsable, il réside sur le territoire de l'UE où opèrent les traitements dans l'UE, parce que ça nous concerne assez peu, c'est-à-dire qu'auparavant, les gens qui qui travaillaient avec des données européennes sans y avoir le siège de leur entreprise ou un établissement, on ne pouvait pas leur appliquer la réglementation précédente. Maintenant, c'est terminé. Donc en pratique, voilà, il s'agit de la personne morale incarnée par son représentant légal. Et on a fini sur cette partie un petit peu rébarbative et difficile d'entrée, mais indispensable de définition. On va tout de suite, du coup, pouvoir parler plus facilement des grands principes du règlement et de voir ce qui change et ce que ça entraîne pour les entreprises. On avait auparavant donc la loi informatique et liberté dont on parlait, qui imposait un certain nombre de principes qu'on retrouve dans le RGPD et qui fonctionnaient à travers une logique déclarative. Ces principes, on va les voir par la suite, sont conservés et sont renforcés. Le RGPD ajoute également 3 principes qu'on retrouve sous ces noms, ces anglicismes qui n'ont pas encore été vraiment traduits, qui sont la accountability, c'est le fait d'être capable de montrer qu'on a bien fait qu'on a gardé la trace du consentement de la personne pour qu'on utilise ces données. Et on verra par la suite également privacy by design by default, on ira vite là-dessus. Et on s'attardera sur la documentation interne qui remplace les déclarations de traitement et qui, pour une très grande majorité des entreprises, constitue un registre pour lesquels on a des modèles et dont il est assez simple de s'emparer. Les obligations renforcées, donc, quelles sont-elles? Elles sont un ensemble
principes qui gouvernent en fait l'utilisation de données personnelles. Il faut dire qu'on est dans des principes qui sont ce qu'on pourrait dire parfois le bon sens en fait. On est dans le fait d'indiquer la finalité du traitement, donc indiquer son objectif, c'est-à-dire qu'on respecte un principe qui existait déjà auparavant, qui est de dire quand vous cochez une croix par exemple sur un formulaire, lorsque vous vous inscrivez, eh ben, par exemple vous inscrivez un événement sur Internet, eh ben, parfois vous allez avoir deux cases. Une case utilisation, j'accepte que mes informations soient utilisées pour l'inscription à l'événement, etc., etc., ou je souscris aux règles de participation de l'événement, et une autre case, j'accepte de recevoir des sollicitations commerciales, etc., etc. Ça, auparavant, c'était déjà obligatoire, c'est juste que la réglementation était moins stricte, et quelque part, on reçoit tous énormément de mails, de newsletters, et on comprend bien la logique qu'il y a derrière. Donc, ça se répercute sur, en ce qui concerne les entreprises, surtout les formulaires de collecte de données, et donc en l'occurrence sur Internet, ces formulaires où on va s'inscrire pour bénéficier d'un contenu, d'un événement, etc., etc. La pertinence, c'est la logique de minimiser la collecte. Qu'est-ce que c'est minimiser la collecte? C'est-à-dire que pour minimiser les risques qui pèsent sur la perte de données des personnes, eh ben, on minimise le nombre de données qu'on récolte. On a eu un cas qui était très intéressant, qu'on n'a pas traité directement, mais qui a été traité par la CNIL, qui était le cas d'une cantine scolaire. On a eu une cantine scolaire qui, parce que les enfants perdaient très régulièrement leur carte de cantine, avait mis en place, en voulant bien faire, une identification biométrique en fait, pour que les enfants ils posent leur pouce en rentrant dans la cantine, et comme ça la comptabilisation du nombre de repas des enfants était enregistrée. Ils ont été sanctionnés par la CNIL, enfin ils ont été sanctionnés pas financièrement, mais la CNIL les a mis en demeure de changer de système, puisque la logique c'était de dire que pour compter le nombre de passages à la cantine d'un enfant, on n'avait pas besoin d'utiliser des données biométriques, qui sont, si effectivement on les perd, potentiellement catastrophiques pour les personnes, puisque c'est derrière des données qui peuvent être exploitées à des fins, à des fins de falsification de papier, par exemple, et qui entraînent des conséquences qui sont graves sur ces enfants, ils ont été dépossédés de cette donnée à caractère très personnel. On retrouve ça également dans des entreprises qui ont parfois mis des systèmes biométriques pour lesquels la CNIL a dit si vous n'avez pas quelque part une justification qui implique que c'est nécessaire pour vous d'utiliser des données biométriques, prenez un autre système. Et donc les cantines scolaires, cette cantine-là, la CNIL avait recommandé un système en utilisant le contour de la main. C'est toujours pratique, mais le contour de la main, il évolue et c'est potentiellement beaucoup moins grave s'il se perd dans la nature. Et donc, troisième, c'est la conservation. Là aussi, on est dans une certaine logique de dire qu'on ne conserve pas les données indéfiniment, on a une durée qui est définie. On verra un petit peu ce que ça implique. Aujourd'hui, vos logiciels, c'est pour ceux qui utilisent des logiciels de gestion de la relation client, ils se mettent peu à peu en conformité pour permettre, pour faciliter cette fonctionnalité-là. L'idée, c'est de dire qu'un prospect froid, eh ben, on ne le garde pas 15 ans dans une boîte de données, dans une base de contacts. Si il répond pas à nos mails, qu'il les ouvre pas, c'est un contact qui est froid et dont les données n'ont pas vocation à rester. Enfin, les droits, c'est informer la personne lors de la collecte de qui est responsable des données, à qui ils vont pouvoir écrire s'ils veulent exercer leurs droits en disant moi je veux que vous effaciez les données que vous avez sur moi. Et pour terminer, la sécurité, et c'est là toute la logique du règlement. La sécurité, c'est de mettre en face d'un traitement des mesures de sécurité informatique. On est vraiment dans la bonne pratique. Et vous allez voir que quand on va rentrer dans le registre, il va vous demander des choses qui sont une opportunité pour vous de revoir vos pratiques de sécurité informatique. Comment gérez-vous vos mots de passe, par exemple? C'est plus ou moins des questions comme ça qui sont de l'hygiène, en fait, ce qu'on appelle vraiment de l'hygiène informatique. Et ça, je dois y penser voilà, avant de collecter les données, puisque on réalise pas un traitement qu'on corrige par la suite lors de la collecte, et pour certaines choses après la collecte, puisque les principes de sécurité ou de conservation ont effet après la collecte et l'exploitation éventuellement des données. Voilà pour les 5 principes qui ont été renforcés. Pour les nouveaux, ça ne va pas concerner beaucoup d'entre vous. Le privacy by design, c'est la protection des données dès la
la conception d'un produit ou d'un service en fait. C'est-à-dire que si demain, moi, je monte une plateforme, par exemple, pour vendre ce qui se fait beaucoup en ce moment, des paniers de producteurs locaux. Et dans cette plateforme, les personnes me donnent parfois leur code d'immeuble qui me permet d'aller livrer les paniers. Eh ben, par exemple, puisque j'ai des données qui sont potentiellement un peu sensibles, qui sont les codes de pas mal d'immeubles autour de chez moi, euh, je vais réfléchir dès la conception de mon service, si je mets en place un site web par exemple, une application pour faire fonctionner ça, à la protection de ces données-là. Et la CNIL est en mesure de demander comment, dans votre procédure de conception, vous avez intégré cette réflexion autour de la protection des données. On est là purement dans la sécurité informatique. Ça va concerner que des gens qui développent des produits, qui utilisent en fait des données personnelles. Pour répondre à une question qui vient d'être posée, la vidéo sera bien disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube de la CCI. Et enfin, pour terminer, le privacy by default, c'est de dire la protection des données par défaut, c'est ces croix qu'on ne coche pas, on ne précoche pas, et c'est de dire que lorsque vous vous inscrivez quelque part, par défaut, les paramètres sont ceux qui protègent le plus vos données. Là, pour vous, à part pour certains d'entre vous, si certains d'entre vous offrent des services numériques, ça va pas, n'aura pas d'impact direct. Pour terminer, l'accountability, c'est faire preuve de traçabilité et de transparence vis-à-vis des autorités. Donc, c'est être à même de démontrer qu'on respecte les règles en vigueur, c'est-à-dire garder trace du consentement des clients sollicités. Et là, on retrouve directement les newsletters. J'ai mis en photo un extrait d'une newsletter que j'ai reçue. En ce moment, je pense que comme vous, j'en reçois régulièrement qui me disent changez vos préférences d'email. Nous voulons nous voulons vous délivrer l'information qui vous intéresse le plus, ce genre de choses. En fait, ces choses-là, c'est des sociétés qui se mettent en conformité puisqu'elles avaient des bases de données pour lesquelles elles n'avaient pas auparavant trace de consentement. Elles cherchent à avec leur logiciel de mailing, garder la trace du consentement des personnes à qui elles envoient des mails. On parle de mailing ou de newsletter, hein, attention, on ne parle pas de, par exemple, vous qui allez recevoir, suite à cette webconférence, un mail de Cédric qui vous enverra le contenu. Cédric ne va pas vous demander de confirmer le fait de recevoir du contenu par la suite. On est là, si vous mettez en place des traitements qui sont réguliers, comme une newsletter mensuelle, comme un mailing, vous mettez quelques mailings par an, et ben là, il faut que votre logiciel de mailing soient en conformité. Ils sont quasi tous maintenant ils sont quasi tous mis en conformité et certains vous encouragent plus ou moins à faire cette opération. On verra par la suite que c'est une opportunité pour bien segmenter sa base de contact. Et donc, fini pour la théorie, passer à l'action. Passer à l'action, j'ai repris une méthodologie là qui est celle de la CNIL et de BPI qui a fait une méthodologie en 4 étapes assez simples. La première, constituer un registre des traitements pour, donc en fait, on va voir que c'est cartographier et documenter les différents traitements qu'il y a dans mon entreprise, pour ensuite faire le tri et me mettre en conformité par rapport aux grands principes qu'on a vus auparavant, respecter les droits des personnes et permettre aux personnes d'exercer leurs droits, on verra comment, et enfin mettre en place des mesures de sécurité informatique adaptées. Passer à l'action, et donc la première étape, on parlait de cartographie, ça va être d'identifier les différents traitements qui ont lieu dans mon entreprise. Donc on fait en fait un mini audit des traitements et des procédures. Donc on va retomber quasi systématiquement sur des traitements comme la gestion du personnel, si on a du personnel, la gestion de la paye, la vidéosurveillance, la gestion des badges. Et pour tous ces traitements, on va commencer à se poser 6 questions qui sont des questions qui nous seront utiles pour le registre qu'on va voir juste après. Qui est-ce qui est responsable du traitement? Dans une petite entreprise, c'est quasi systématiquement le chef d'entreprise. Quelle catégorie de données j'exploite dans ce traitement? Et quand on parle de catégorie, on va se demander aussi si elles sont en accord
pourquoi je les exploite? Donc avec la finalité, si je demande pas des données qui ne sont inutiles. Si je demande des données qui sont inutiles, eh ben effectivement, on ne va pas être en conformité. Je vais prendre un exemple qui est très clair, qui est celui, pour certains d'entre vous, euh, qui ont peut-être déjà téléchargé des documents sur Internet, des livres blancs. Vous savez, les livres blancs, on vous demande souvent de vous inscrire avec votre mail, deux, trois informations, puisque ce sont des documents qui ont vocation à générer des contacts pour l'entreprise qui les propose. Ces guides, ces livres blancs qu'on vous propose gratuitement en échange d'une adresse mail, des fois on vous demande beaucoup plus d'informations. On vous demande un mail, un nom, un prénom, une entreprise, un téléphone. Eh ben, la CNIL sur ce sujet s'est exprimée et a dit que le téléphone, par exemple, n'avait pas vocation à être demandé pour un document qu'on présentait comme un document librement accessible en échange d'une adresse mail. Voilà ce que c'est que la logique de proportionnalité euh, dans la- pour le traitement de données personnelles. On va se demander où on les stocke, jusqu'à quand on les garde et quelles mesures de sécurité informatique on a mis en place. Cédric a fait effectivement une précision bienvenue. Qu'est-ce qu'un DPO? Le DPO, c'est le délégué à la protection des données, euh, Data Protection Officer en anglais. C'est en fait la personne qui sera dans certains cas, qui devrait être nommée pour gérer, on est sur des cas qui sont quand même assez précis, on va voir un petit peu après de ce qu'il en ressort, qui va être pour certains cas en fait la personne qui va être responsable de la mise en œuvre des moyens et qui va s'occuper de cette documentation, de faire de la sensibilisation, etc. etc. C'est dans certains secteurs de l'industrie, on voit les premiers DPO qui sont nommés au sein de PME, on verra qui sont concernés effectivement par la nomination d'un DPO. Et donc, une fois qu'on s'est posé ces questions, en fait, on va ouvrir le modèle de registre que Cédric vous transmettra. Euh, et donc, on va regarder brièvement de ce qu'il en est de ce registre. Là, j'ai pris des captures d'écran en fait de ce document que vous pouvez éditer. En fait, vous le téléchargez. Cédric vous l'enverra. On l'édite directement dans Word ou votre logiciel de traitement de texte. Euh, Au début, il vous demande quels sont du coup les différents traitements. Eh ben, vous allez dire, là, c'est l'exemple qui était donné, gestion de la paye, gestion des prospects, des fournisseurs. Si je fais de la vente en ligne, éventuellement, gestion des contacts sur mon site web, etc. Sécurisation des locaux. Et il nous dit, pour chaque activité, pour chaque traitement, vous allez devoir créer et tenir à jour une fiche. Eh ben, une fiche, à quoi elle ressemble? Là, j'ai le début d'une fiche. Eh ben, la fiche, elle vous guide en fait. À chaque fois, on a des exemples, donc date de création de la fiche, dernière mise à jour, qui est le responsable du traitement. Et si vous utilisez pour ce traitement un logiciel ou une application, euh, quel est ce logiciel ou cette application? Et là, il vous dit quel est l'objectif poursuivi. Et à chaque fois, il vous donne des exemples. Donc pour une activité de formation des personnels, par exemple, pour une activité de prospection commerciale, par exemple, si je fais la fiche pour ma base de clients et de prospects. Par la suite, il va vous demander quelles sont les catégories de personnes concernées, donc salariés, usagers, clients, prospects, quelles sont les données qui sont collectées, etc., etc. On retrouve trois grandes parties par la suite qui sont la durée de conservation qu'on vous demandera, qui sont les destinataires, en fait, qui sont les personnes qui utilisent ces données, et enfin, quelques petites questions sur les mesures de sécurité informatique. Et c'est en fait cette fiche qui est obligatoire, c'est ce registre composé de plusieurs fiches qui correspondent à chacun de vos traitements. Le but de cette démarche, c'est derrière de mener une réflexion un petit peu sur la sécurité informatique de l'entreprise, et c'est une très belle opportunité pour se poser la question de quelles sont mes pratiques de sécurité informatique. Les questions qui sont posées sur cette partie dans le modèle de registre, elles sont très pertinentes. Une fois qu'on a constitué ces différentes fiches, eh ben, on fait le ménage. On fait le ménage, donc on réfléchit à est-ce que je collecte les données dont j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai pas des choses qui sont inutiles? Pour ça, on peut regarder ce que la CNIL disait. Auparavant, on avait en fait dans les déclarations des normes de,
pardon, des normes de déclaration qui étaient des normes simplifiées. On voit NS48, par exemple. NS48, c'était la norme simplifiée je déclare un fichier client-prospect. C'était déjà obligatoire. Je connais beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas fait, mais la CNIL était déjà susceptible de mettre en demeure une entreprise qui n'avait pas déclaré son fichier client-prospect. Vous aviez un numéro de déclaration. Et ben, vous pouvez toujours accéder à cette fiche, la NS48, et ça vous permet de vous représenter l'ensemble de ce que la CNIL jugeait comme acceptable pour un fichier client-prospect. Clairement, c'est typiquement le traitement de données personnelles qui ne pose aucun problème, à part dans certains secteurs, quand on rentre par exemple dans des secteurs qui adressent le marché de la santé. Et enfin, je rends possible l'exercice des droits. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je donne les moyens aux personnes d'exercer leurs droits sur leurs données en donnant sur mon site internet, si je collecte des données via mon site internet, dans mes mentions légales, sur une partie que je peux créer j'ai notre politique de gestion des données personnelles. Je donne une adresse mail, un contact, une adresse mail et une adresse postale pour que des personnes soient à même de demander je souhaite que vous effaciez les données que vous avez sur moi. On est bien d'accord qu'il est assez peu probable que quelqu'un vous écrive en demandant effectivement que vous supprimiez les données et que ça s'adresse surtout à d'autres à d'autres grands services numériques, mais c'est une opération qui est assez simple et qui est obligatoire, donc on n'a aucune raison de ne pas le faire. Et enfin, je mets en place un processus interne pour le traitement des demandes, c'est-à-dire je m'assure que c'est l'adresse mail que je donne pour que les personnes puissent exercer leurs droits n'est pas une adresse mail qui atterrit, qui est redirigée par exemple sur la boîte mail de quelqu'un qui n'est plus dans l'entreprise. On parlait ensuite du DPO, qui est anciennement le correspondant informatique et liberté, cette personne qui devrait être nommée dans l'entreprise dans certains cas qui sont précis. Peu d'entre vous seront concernés, qui a un profil multicasquette qui doit connaître très bien le règlement, tout en ayant une bonne compréhension du système d'information de l'entreprise et bien sûr du fonctionnement de l'entreprise et de ses processus. Et cette personne a, au sein du règlement, un certain nombre de devoirs. Ça, je vous laisserai revenir vers un conseiller qui serait capable de voir avec vous si vous êtes concerné par la nomination d'un DPO, quels sont exactement les devoirs d'un DPO. Et on doit en nommer un dans des cas qui sont très précis, qui sont définis par le règlement comme des traitements qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées, ou des traitements à grande échelle de données sensibles ou pénales. Et là, on a un ensemble de secteurs qui sont, selon la CNIL concernés, qui sont les établissements bancaires, d'assurance, des agences de voyage également, des établissements de santé par exemple. Et là, on a des acteurs qui sont des acteurs locaux, qui sont parfois des petites entreprises qui doivent se mettre en conformité. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un assureur qui est indépendant mais qui fait partie d'un grand groupe, dont l'entreprise fait partie d'un grand groupe. Lui commençait à avoir des informations du groupe en fait pour les établissements pour leur mise en conformité. Donc ces sociétés-là sont sont concernées par le DPO et ont des obligations qui sont plus fortes. Enfin, je vais passer assez vite sur l'analyse de risque, qui est quelque chose qui peut arriver dans certains cas. Quand on va remplir le registre, on va devoir vérifier si on est effectivement concerné par l'analyse de risque. Le registre vous guide dans cette démarche. Peu d'entre vous seront également concernés. Ça va être seulement si le traitement de données répond à 2 de ces 9 critères. Autant vous dire que ce sont des critères qui sont quand même assez exigeants, hein. La surveillance systématique, les données traitées à grande échelle, les données concernant les personnes vulnérables. On est quand même sur des usages qui ne sont pas ceux de toute entreprise. Et enfin, mon discours c'est de dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. La CNIL va préciser très prochainement, elle doit préciser quels sont les traitements pour lesquels l'analyse d'impact est obligatoire.
vraisemblablement, vous serez très peu concerné par cette analyse d'impact. On ne va pas rentrer tellement dans la méthode, il y a toute une méthode d'analyse d'impact. Là, on arrive à la limite en fait de ce que finalement on peut faire par soi-même. Le registre, on peut le faire par soi-même ou accompagné d'un conseiller. L'étude d'impact, on est vraiment sur le travail d'un spécialiste, un spécialiste de cabinet juridique ou de SS2I, quelqu'un qui applique cette méthode qu'on appelle le PIA, qui a été mise en place par la CNIL. On va plutôt utiliser nos dernières minutes pour parler des emailing et du site web et laisser du temps pour les questions. Donc, un très court focus pour dire que le registre et le respect des principes enfin, le registre n'est pas finalement la seule finalité. On va avoir des répercussions, bien sûr, dans le mailing, dans les formulaires de collecte. Les formulaires de collecte, j'ai mis l'adresse au sein du support d'un modèle. En fait, ils doivent contenir un certain nombre de mentions qui précisent justement la finalité et la personne qui est responsable des données, etc., etc. La CNIL a admis qu'on pouvait renvoyer aux mentions légales du site sans aucun problème. Donc, on verra que ça implique ce qui est détaillé en suivant le lien, de documenter la partie mention légale de son site web un petit peu. L'incontournable bandeau cookie et en conséquence la mise à jour des mentions légales du site web. Le bandeau cookie, c'est quoi? C'est, vous savez, quand vous allez sur un site web où vous n'êtes jamais allé, vous avez très régulièrement un petit bandeau en haut ou en bas de votre écran qui, des fois, vous empêche même de voir le contenu du site web et qui vous dit, pour pour exploiter nos contenus, pour venir lire nos contenus, vous devez accepter des cookies. Les cookies, c'est quoi? C'est des petits scripts, des petits logiciels qui font communiquer votre ordinateur avec le site web pour donner des informations sur votre comportement sur le site. Certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé Google Analytics pour voir les statistiques d'audience de leur site web. Et bien, Google Analytics repose sur l'utilisation de cookies. Et donc, deux exemples. Le premier, c'est sur le mailing. Par exemple, on parle d'opt-in maintenant obligatoire, et donc ce qui implique que la personne doit cocher une case pour accepter de recevoir les mails. Auparavant, on avait certaines exceptions pour les professionnels en B2B. Maintenant, la CNIL a été très claire. On doit systématiquement avoir ce qu'on appelle un opt-in actif. J'ai mis là l'exemple d'où est donc à faire et ne pas faire. À faire, c'est le do qui est une capture d'écran du site de DoGood qui là a très bien fait son formulaire qui précise ici je veux recevoir la newsletter de DoGood, je veux recevoir les offres des partenaires. Donc là on voit bien que les deux finalités sont bien distinguées, sont bien distinctes et on n'a pas de case précochée. On a deux cases qui sont vides. Par contre, par exemple, dans ce qu'il ne faut pas faire, on a dans le carré entouré en rouge à droite en petit, des cases à cocher pour ne pas recevoir. Cocher une case pour ne pas recevoir, c'est complètement interdit. Ça l'était déjà auparavant, par ailleurs. Alors, on a une question de Monsieur Gourjon Monsieur ou Madame, nous demande d'un point de vue pratique, comment doit-on informer les personnes, par exemple dans un formulaire en ligne ou dans une newsletter? Alors, d'un point de vue pratique, on doit, lors de l'inscription à une newsletter, informer les personnes de la manière dont DoGood l'a fait. Donc, je souhaite m'inscrire à la newsletter, aux informations partenaires. Et en fait, maintenant, votre système d'enregistrement, lorsque vous allez créer ce formulaire, vous allez utiliser soit directement votre logiciel de mailing, soit ça va être géré à travers le système de gestion de contenu de votre site web. Et ben, désormais, la plupart de ces applications qui sont utilisées permettent de conserver la trace du consentement et donc le logiciel retient une preuve, enfin, une trace de cette personne qui a coché oui un jour et l'associe à son compte. Et enfin, la gestion des cookies. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ce bandeau. Maintenant, on voit des gros bandeaux, puisque quand on a des cookies qui sont très intrusifs, on devrait normalement, on devrait, selon le RGPD, le détailler. On devrait le détailler et permettre aux personnes de ne pas les accepter. On voit ici que ça va nous concerner des usages qui sont
à des fins publicitaires assez avancées. On est sur le site de Oracle ou un site de e-commerce. Par exemple, pour certains d'entre eux, si certains d'entre vous font de la pub sur Facebook avec, en fonction des personnes qui sont venues sur votre site web, donc que Facebook suit les personnes qui viennent sur votre site web avec un cookie, on est là dans un usage qui est quand même assez intrusif et qui là, selon le RGPD, doit être détaillé et qui diffère du simple cookie statistique qui va permettre de voir mes chiffres d'audience. On a une question qui est pour les contacts inscrits, pas de changement. Eh ben, je vais y venir. C'est la fin de mon intervention, en tout cas pour la présentation. On fait normalement une campagne de mise en conformité. Alors, c'est un sujet qui est très compliqué puisqu'on a des personnes qui n'ont pas forcément une grosse base de données, qui n'exploitent leurs contacts que pour de temps en temps leur envoyer un ou deux mailings, quelques mailings annuels. Est-ce qu'on va redemander à toutes les personnes qui figurent dans notre base de contacts, qu'on a mis peut-être des années à constituer, s'ils souhaitent continuer à recevoir des informations? Eh bien, si on n'a pas la trace, on doit le faire. On doit le faire. Très clairement, la CNIL va pas venir va pas venir vérifier si vous êtes restaurateur et que vous avez votre base de données client, je vais pas je vais pas me faire embêter par la CNIL, moi petit restaurateur sur ma base de données contacts ancienne. Par contre, on voit là l'exemple de campagne de Do Good qui doit en quelque sorte blanchir en fait sa base de données de contact qui existait depuis longtemps, mais parce que eux ils ont en fait des exploitations qui sont publicitaires ou je donnais un exemple de campagne sur Facebook. Ben, par exemple, c'est utilisé par de nombreux sites de e-commerce, dont Do Good. Et pour ça, ils ont fait une campagne sous forme de jeu concours. Et ils en profitent pour requalifier leur base de données contact en demandant quel type d'informations sont utiles pour vous, de manière à envoyer des newsletters plus personnalisées et à pouvoir faire des campagnes qui sont mieux segmentées. Donc c'est une manière de le faire tout en le constituant comme une opportunité plus qu'une contrainte. Voilà, c'est à faire selon le règlement. Après, il est vrai que votre base de données, si vous avez une base de données contact de quelques centaines de contacts que vous avez depuis des années, il va être difficile de les solliciter. Il faut que vous utilisiez pour ça un outil d'abord de mailing. On a deux questions auxquelles je vais répondre. Je suis conscient que je vous ai fait une réponse de Normand sur les contacts des inscrits. Une question de Madame ou Monsieur Giffard. Si j'ai un contrôle, que dois-je avoir comme document dans l'entreprise et sous quelle forme? Où puis-je trouver une fiche type? Alors, vous devez avoir dans l'entreprise votre registre. Votre registre, c'est votre documentation interne que la CNIL est susceptible de vous demander. Je prends comme exemple le registre puisque je pars du principe que vous n'avez pas de traitement qui est un traitement de données sensibles ou qui nécessite une analyse d'impact ou des mesures particulières. Ce registre, c'est celui qu'on a entrevu ensemble. Cédric vous l'enverra avec la présentation. Il est également accessible sur le site de la CNIL. Cédric vous transmettra à la fin le modèle de registre ainsi que le guide qui reprend un ensemble, qui reprend la méthodologie que j'ai exposée dans cette vidéo qui a été développée par la CNIL et BPI. Alors, Monsieur ou Madame Chave qui nous demande concrètement pour tous nos fichiers Excel avec des données personnelles, ils doivent être protégés par un mot de passe, par exemple. C'est exactement une très bonne mesure de sécurité informatique que la CNIL pourrait être susceptible de vous demander pour la tenue d'un fichier client-prospect. Vous allez voir que dans le registre, on va vous demander si effectivement, quels sont le contrôle d'accès du document. Je ne sais plus exactement comment la CNIL illustre cet exemple, mais le contrôle d'accès, ça pourrait être un contrôle d'accès par exemple par mot de passe. On n'a pas de barème, on est vraiment dans les bonnes pratiques d'hygiène informatique. La CNIL renvoie d'ailleurs très régulièrement au guide de l'ANSSI,
qui a publié de nombreux documents d'hygiène informatique, comme ils disent, qui reprennent des principes qui sont des principes simples à mettre en place. Donc le fichier Excel protégé par un mot de passe est exactement le sens de ce qu'il faudrait faire. Question de Madame Bernard Petitjean. Et lorsque les fichiers clients que l'on tient contiennent des informations commerciales, nom de la société, nom de la personne, téléphone, mail, etc., que l'on extrait de nos échanges mails, doit-on prévenir les personnes concernées, leur donner la possibilité de les retirer de ce fichier? Alors, on doit systématiquement donner la possibilité aux personnes de se retirer d'un fichier. Si effectivement les informations commerciales que l'on obtient, on les obtient par exemple par un échange de cartes de visite, ou on les obtient à travers un mail qui est envoyé à la suite d'un échange téléphonique ou avant un échange téléphonique, on ne va pas systématiquement garder une trace de cet échange pour prouver que la personne était d'accord. On est dans une relation commerciale qui implique un consentement à la conservation d'un contact si on veut travailler ensemble. Euh, Ce que demandent régulièrement maintenant les logiciels de gestion de la relation client, est-ce que vous pouvez faire dans votre Excel, par exemple, de fichier client, c'est source du contact. Par exemple, ce qui permet de différencier des contacts qui auraient été, par exemple, qui proviennent d'une base de données qui a pu être achetée légalement, de prospects, et de personnes avec lesquelles vous avez échangé des cartes de visite et des mails, qui sont là des contacts que vous avez générés à travers vos activités physiques. Vous pouvez par exemple les identifier pour bien distinguer ces contacts-là. Leur donner la possibilité de les retirer de ce fichier, c'est systématique. On est là par contre, mais c'est quelque part avoir un contact, comme on disait tout à l'heure, sur le site web. Madame ou Monsieur Vassal nous demande si, pour les données concernant la gestion du personnel, doivent-elles devenir anonymes via la gestion d'un matricule, par exemple? Alors, je ne recommande pas nécessairement l'anonymisation des données, puisque pour que l'anonymisation soit considérée comme telle par la loi, et là on est à moitié dans le cadre du RGPD, mais aussi dans des lois existantes sur l'informatique, sur l'informatique, on a des procédures d'anonymisation qui sont un peu plus, qui doivent être respectées. Sinon, on va considérer que la donnée, elle a été pseudonymisée. En fait, on a mis un pseudonyme, un pseudo, quelque part un surnom, si on veut, à travers un matricule duquel il serait simple de remonter, et qui n'est pas une véritable anonymisation. Par contre, le fichier concernant la gestion du personnel, on fait une fiche en expliquant qu'on a un fichier concernant la gestion du personnel avec l'ensemble de ces informations. Et en général, le fichier du personnel, en fait, il avait déjà des mesures de protection. Parfois, on le gardait dans le coffre de l'entreprise, les documents du personnel. Parfois, on avait une clé USB sécurisée. Et si on ne l'avait pas, bah, c'est le moment de réfléchir un petit peu sécurité informatique et de se dire, bah tiens, est-ce que je prends pas un dossier sur mon système d'information, j'ai pas un dossier crypté pour lequel il faut rentrer un mot de passe. On a des logiciels qui sont gratuits open source, gratuits en tout cas open source, je sais plus, comme TrueCrypt, qui permettent de vous demander un mot de passe par exemple pour rentrer dans un dossier Windows qui est crypté. Et ben, les données du personnel pourraient figurer dans un document, dans un fichier, pardon, dans un fichier comme celui-ci. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Donc, comme on disait, Cédric vous enverra de toute façon le support. Concernant la création de compte sur un site e-commerce, y a-t-il de nouvelles mentions à ajouter? Est-il nécessaire d'installer un module particulier sur notre site pour gérer ces nouvelles obligations? Par exemple, un plugin sur un système comme Magento, qui est un système de gestion de contenu pour les sites e-commerce. Alors, concernant la création de compte sur un site e-commerce, si vous respectiez exactement la loi la loi informatique et liberté qui précédait le RGPD, vous ne devriez pas avoir de mention à ajouter. Néanmoins, avant, on était quelque part un peu moins au fait de la réglementation, et il est nécessaire quand quelqu'un s'inscrit d'avoir, comme on a vu
hop, chez DoGood ici, euh, une distinction entre les finalités des données que vous allez collecter chez la personne, c'est-à-dire je reçois des offres de l'entreprise auprès de laquelle je m'inscris et je reçois des offres de partenaires, donc ça on distingue bien, et on ne précoche pas les croix. Si vos croix n'étaient déjà pas précochées, vous n'aurez pas vraisemblablement de mise à jour en ce qui concerne l'inscription. Euh, Normalement, si votre système de gestion de contenu, en l'occurrence, alors pour Magento, je ne sais pas s'ils le font nativement, mais les systèmes normalement gardent aujourd'hui la trace des inscriptions. Euh, Là, il faut vous tourner vers la personne qui gère votre site e-commerce où vous pouvez vous en assurer pour voir si effectivement il est nécessaire d'installer. Parfois, on a des plugins. Alors, il faut raison garder parce on a une forme, on pourrait dire, de charlatanisme sur le RGPD, puisque beaucoup ont vu des opportunités commerciales pour faire peur aux entreprises, et donc mettre en avant le fait qu'il faut acheter des choses pour se mettre en conformité, c'est pas forcément nécessaire. Je prends l'exemple de WordPress par exemple. Aujourd'hui, WordPress permet de gérer la traçabilité des inscriptions qui est demandée par le RGPD nativement, sans qu'il y ait besoin d'ajouter un plugin. Alors, une question de Rémi Daudet. Les ordinateurs portables, téléphones, disques durs, clés USB professionnels sont naturellement d'usage professionnel, mais aussi souvent d'usage personnel. Quelle incidence Alors, vis-à-vis du, du, du règlement. En fait, le RGPD va pas nécessairement changer, du coup, effectivement, cette tolérance qui existe pour les usages personnels de biens professionnels. Euh, le devoir, entre guillemets, enfin, si, le devoir d'un chef d'entreprise, c'est d'alerter ses salariés. On est vraiment dans les bonnes pratiques d'hygiène informatique, d'alerter ses salariés sur le fait que un ordinateur professionnel, il contient un certain nombre de données sur l'entreprise et des données personnelles, éventuellement s'il en contient, qui pourraient engager la responsabilité du chef d'entreprise et par ricochet par la suite la responsabilité du salarié s'il venait à éventuellement avoir une infection parce que il n'a pas mis à jour l'antivirus que l'entreprise a installé et qu'il a utilisé l'ordinateur chez lui pour faire éventuellement du téléchargement sur des sites qui ont installé un programme malveillant. Alors, on a beaucoup de questions. Euh, Nous avons, alors, question de Céline Guimarães. Désolé si j'écorche votre nom. Nous avons uniquement un listing client sur un logiciel de comptabilité pour nos devis facturation. Devons-nous tenir un registre? Au sens du RGPD, vous avez un fichier client qu'il figure au sein d'un tableur Excel, d'un logiciel CRM ou d'un logiciel de devis facturation. Vous avez un fichier client fournisseur. Donc la réponse est effectivement oui. Euh, Question de Monica Morlock. J'ai commencé à lire la brochure de la CNIL sur la RGPD. Je n'ai pas très bien saisi s'il fallait une fiche de registre par activité ou une fiche de registre par client fournisseur adhérent. Dans votre présentation, vous parlez aussi d'une fiche par activité, ce qui faciliterait grandement les choses, je pense. Effectivement, et sinon on s'en sortirait pas. Vous avez tout à fait raison, c'est une fiche par activité. Et le mot activité, il a un sens, puisque des fois on nous demande, mais j'ai 3 fichiers clients différents, j'en ai un sur mon logiciel de mailing, j'en ai un là, puis ils sont à moitié synchronisés, mais pas trop. Dans ce cas-là, euh, vous n'allez pas faire 3 fiches pour vos 3 fichiers clients. S'ils ont la même finalité de prospection en web marketing, par exemple, vous allez dire que vous avez une activité de prospection en web marketing et qui utilise vous avez un fichier client qui est utilisé pour une activité de prospection. Et ce fichier client, même s'il est entre guillemets physiquement, même si vous avez 3 fichiers différents, vous avez une activité. Donc on est bien dans l'activité. Vous avez en début de
Union évoquait la gestion des mots de passe. Pouvez-vous nous en dire plus? Quelles recommandations? Alors, pour la gestion des mots de passe, il serait peut-être un peu... voilà, Cédric a apporté une très bonne réponse qui il précise que le guide des bonnes pratiques de l'ANSSI sera également dans le mail qui vous sera envoyé. Eh ben, ce guide contient des astuces, enfin des bonnes pratiques vraiment qui sont très intéressantes sur la gestion des mots de passe. À la fois et il donne des échelles sur quand est-ce qu'il faut renouveler, à quelle fréquence, et comment obliger chacun à avoir simplement un mot de passe qui protège bien les données de l'entreprise. Euh, une question de Madame Stéphane Vrey. Qui va être le gendarme et quelles sont les sanctions? Le gendarme, c'est la CNIL, donc c'est la CNIL qui va euh, être le gendarme du RGPD. La CNIL l'était déjà auparavant, si ce n'est que maintenant son pouvoir de sanction a été amplifié. Néanmoins, la procédure de la CNIL a toujours été celle de mettre auparavant une forme. En premier lieu, ils font souvent une forme d'alerte, en quelque sorte. Ils alertent sur la non-conformité. Euh, et après, ils font en général une mise en demeure. Et après seulement, ils passent à l'amende. On a vu des cas qui étaient assez médiatisés comme grandes entreprises comme Numéricable qui se sont fait sanctionner. Euh, Auparavant, ils ont été avertis. Et la CNIL a dû constater qu'ils n'avaient pas mis en conformité leur traitement. Et donc, voilà, faut se dire que oui, euh, il y a effectivement des amendes, mais je ne sais plus exactement les catégories d'amendes, il faudrait regarder sur le site de la CNIL, mais le, voilà, la CNIL a pour habitude souvent d'avertir et de demander de changer les pratiques. Alors, une question de Madame ou Monsieur Fayard. Je conserve beaucoup de documents de mes clients. Exemple, plaquette de communication, liste de contacts, adresse mail, adresse IP. Dois-je crypter mes disques durs pour protéger et éviter le vol de mes ordinateurs? Alors, si votre activité, en fait, euh, si vous trouvez dans une position de sous-traitant, alors peut-être pas au sens contractuel, mais la CNIL, en fait, par exemple, si vous gérez un logiciel qui est utilisé, je prends l'exemple par exemple d'une agence web, une agence qui fait des sites internet utilise par exemple, qui gère un certain nombre d'informations personnelles de ses clients pour lesquelles elle réalise une partie d'infogérance et de maintenance. Cette société qui effectivement conserve des données de ses clients, et elle partage la responsabilité de elle partage la responsabilité en cas de non-respect du RGPD, et elle doit prendre en conséquence les mêmes mesures que l'entreprise est censée prendre. Les mesures de sécurité informatique, elles peuvent être diverses. On n'a pas nécessairement besoin de crypter les disques durs. Enfin, il y a différentes formes de cryptage. Euh, Néanmoins, avoir des accès avec enfin, tout dépend voilà, du caractère. C'est très compliqué d'avoir une réponse en fait sans avoir une vision un peu plus détaillée. Mais il y a effectivement des mesures de sécurité informatique à prendre qui peuvent être un cryptage par exemple, qui n'est pas un cryptage comme le dossier dont je parlais tout à l'heure où il faut un mot de passe systématiquement, mais quelque chose qui empêche l'exploitation du disque dur en cas de vol de l'ordinateur. Donc il y a des mesures à prendre. Voilà, après le niveau de mesure va dépendre finalement du niveau de- comment dire, du niveau de gravité que pourrait avoir la perte de ces données. Alors, quelles évolutions pour le contenu des mentions légales d'un site internet? Alors, les évolutions pour le contenu des mentions légales, auparavant, on devait avoir une section qui donnait le numéro de déclaration à la CNIL. Maintenant, on les fait évoluer avec non pas un numéro de déclaration qui n'existe plus, mais un petit paragraphe qu'on met régulièrement sur le
sur notre politique de gestion de la vie privée, notre politique de gestion des données personnelles. Je vous encourage vivement à aller voir des personnes dans votre secteur qui ont déjà pu se mettre en conformité et qui expliquent simplement que l'entreprise euh, met à disposition un contact pour l'exercice des droits, et donc avec le contact mail et courrier postal, si la personne souhaite avoir accès, demander une modification ou demander la suppression des données qui sont collectées à travers les différents formulaires du site web. Nous ne serons pas prêts pour le 25 mai. Que risquons-nous? Que devons-nous faire? Alors, clairement, la réponse que Cédric a apportée par la suite, ce n'est pas une date couperée. Euh, il faut il faut être en capacité de prouver que vous avez commencé la démarche, comme de la même manière que je précisais auparavant que la CNIL a pour habitude souvent de lancer une forme d'alerte et pour ensuite passer une mise en demeure et non pas de sanctionner immédiatement. Elle a un regard très bienveillant et je pense qu'il est très peu probable que des sanctions apparaissent les premiers mois, bien sûr. Et alors, une question de Fayard, dois-je garder des traces informatiques, copie d'écran en cas d'attaque informatique? Alors, en cas d'attaque informatique, il y a pas de procédure stricte. Par contre, vous devez, selon le RGPD, ce que change le RGPD en cas d'attaque informatique et de fuite des données, c'est que l'entreprise doit avertir la CNIL sous 72 heures. Il me semble que c'est ça. Sous une durée qui est assez courte tout de même en cas d'attaque informatique et donc de perte des données. Après, je vous renvoie là encore vers les documents de l'ANSSI qui sauront répondre mieux que je ne pourrais dans l'immédiat à qu'est-ce que je fais en cas d'attaque informatique, puisque c'est aussi ce qui vous permettra de porter plainte et éventuellement de retrouver la personne si c'est une attaque ciblée ou de sauver éventuellement des données pour permettre à des techniciens par la suite de, par exemple, récupérer des données sur un disque dur qui aurait été crypté. On a certaines bonnes pratiques en cas d'attaque informatique. Merci Aurélien. Je vois plus de questions, donc je propose, étant donné il est 10h20, de lever la séance. J'espère qu'on m'entend correctement. Euh, Tous les documents dont on vous a parlé vous seront envoyés d'ici quelques jours. En fait, je vais attendre d'avoir l'enregistrement vidéo pour faire parvenir l'ensemble des documents. Donc, vous aurez toutes les informations. La CCI organise également une formation qui pourra aider certains si vous voulez aller plus loin. Et puis, moi, il y aura mes coordonnées dans l'email pour me recontacter si vous avez d'autres questions. En tout cas, merci à Aurélien Préto de s'être prêté à cette conférence et merci à tous pour votre participation. Au revoir. Merci à tous. Je vous dis également au revoir et je vous souhaite une très bonne journée.